Bienvenue chez Jo. Le sujet du jour sera... Salut. Donc, comment avoir Ubuntu? Pour avoir Ubuntu, c'est très simple. Le plus simple, allez sur ubuntu-fr.org, communauté francophone, je mettrai le lien. Vous avez sur la droite la possibilité directement de télécharger donc l'image du système, donc quelque chose que vous allez insérer soit sur un CD, enfin un DVD de nos jours, ou une clé, c'est quand même le plus simple on dirait, soit vous pouvez le tester. Donc supposons que nous décidions de faire le test. Voilà, vous pouvez avoir un aperçu de l'interface. C'est une simulation, si vous voulez. Je vais dire, par exemple, que je veux voir, voilà, en gros, le magasin d'applications. En gros, alors là, très gros, une navigation. Le navigateur de fichiers. Oui, très, très basique, hein, rien de bien compliqué. Vous pouvez voir notre menu général, qui... oui, Windows 10 n'a pas inventé grand-chose. Nous, au moins, on y voit. Bref, ce bon vieux Dash. Vous avez en haut, donc comme vous pouvez le voir, l'indicateur du réseau, Bluetooth, enfin ça vous rappellera un smartphone à ce niveau-là. Bref, vous aurez l'occasion de vous amuser avec ça. Passons à télécharger Ubuntu, puisque c'est quand même notre but ici. Vous avez par défaut, est à l'heure actuelle proposé de télécharger la dernière image de support à long terme. Donc les versions LTS qui sont recommandées vraiment pour le grand public, qui sont des versions quand même bien éprouvées. Les versions dites normales étant plutôt réservées à des gens qui savent ce qu'ils font, on va dire, enfin, qui n'ont pas peur d'expérimenter parfois des choses pas parfaitement rodées. Bref, vous avez le plus d'options si vous voulez télécharger par exemple en version en BitTorrent pour être sûr que le chargement se fasse de manière bien propre et qu'on puisse vous repartager aux autres, etc. Si vous voulez une version 32 bits, mais attention, la dernière 32 bits sera la 16.04, donc en avril 2016. Bref, vous cliquez sur télécharger, et pendant ce temps-là, vous pouvez commencer à regarder comment en faire une clé, par exemple. Parce que bon, pour le graver, vous me direz, vous prenez l'image, avec votre logiciel de gravure, lui dit de graver une image, bon. Maintenant, vous voulez en faire une clé. Donc, vous avez gravé l'image du CD d'installation. Alors, si vous cliquez sur En savoir plus, vous allez vous retrouver ici. Donc, vous pouvez, vous voyez, demander, par exemple, créer une clé USB amorçable. Là, il faut descendre un petit peu. Hein. On va lui demander Windows, par exemple. Et vous allez trouver, donc vous avez mode live et mode persistant. Il faut savoir que quand vous faites une clé en mode persistant, vous avez, si vous faites des modifications, elles seront enregistrées dans cette mémoire. Évidemment, ce fichier de paramètres est limité à 4 Go, étant donné que le système FAT utilisé sur les clés ne permet pas des fichiers de plus de 4 Go. Pour ça que certains me disent « Mais pourquoi ma vidéo de famille ne rentre pas en entier sur ma clé ?» Parce que 4 Go. C'est pour ça qu'il faut penser à la découper. Ou utiliser d'autres méthodes ou d'autres systèmes de fichiers. Bref, vous avez le choix donc d'utiliser Lily, que je dirais que je recommande, ou Rufus à la limite. Unetbooting, il ne laisse pas le menu d'origine, en crée un peu particulier. Bon, il marche bien en EFI, mais bon. Voilà. On va montrer l'exemple de Lily. Notre ami Lily, donc voici la page de garde, vous avez son aide, hein, vous avez un guide de l'utilisateur. Oui, bon, d'accord, je l'admets, mieux vaut montrer les choses que les citer. Alors, voici donc, sur ma petite VM, notre ami Lily. Linux Live USB Creator. Donc nous choisissons l'ISO que nous venons de charger. On va éviter de lui demander de télécharger lui-même parce qu'il a tendance à vous proposer que des versions normales. C'est un peu problématique. Attends toi.
Donc, l'image. Nous allons prendre donc celle que vous venez de charger, même si dans mon cas je ne viens pas de la charger. Utilisez bien entendu celle que vous venez tout juste de charger. Hein. Vous prenez la persistance, vous la mettez à fond si vous voulez être tranquille, si vous avez la place sur votre clé, autant y aller. N'oubliez pas qu'en haut vous avez le choix de la clé, mais si vous n'avez qu'une branchée, il vous la choisira de toute manière. Vous avez le bouton refresh à côté si jamais vous branchez une clé entre temps après avoir lancé le logiciel. Dans tous les cas, vous la trouvez là. Donc on a choisi l'image, on a mis la persistance. Si votre clé, vous avez peur qu'elle soit pas très bonne au niveau format, vous pouvez cocher format FAT32, comme ça il vous fera le boulot, hein, il vous la mettra bien. Et pas grand chose à dire, si ce n'est que, oui, bon, vous pouvez cliquer sur option a priori pour, vous voyez, vous avez quelques options de base dans ce logiciel. A priori, bon, je le dis hein, pour le principe, mais je pense pas qu'il y ait grand chose qui m'intéresse, à part peut-être faire un don. Je compte sur vous. Toujours est-il que vous cliquez sur l'éclair et ça va vous créer, vous générer cette clé. Maintenant, passons à la suite, qui est la véritable installation. Donc, maintenant, passons à l'installation en elle-même. Donc, on insère son disque, on branche la clé, on se prépare avec ses petits doigts d'agile à mitrailler sauvagement le F12, ou peut-être l'échappe sur un netbook Asus par exemple. Si jamais vous n'avez pas la touche de choix de secteur d'amorçage, vous pouvez de toute façon appuyer sur F2 et Supr en alternativement, puisque c'est soit l'un soit l'autre, obligatoirement pour aller dans le BIOS, enfin du moins dans l'interface d'amorçage, puisqu'après avec les défis. Bref, vous allez dans démarrage et vous choisissez l'ordre, vous mettez en premier votre clé ou votre lecteur CD, enfin DVD de nos jours ou Blu-ray même. Bref, dans tous les cas, une fois que vous avez choisi ça, vous allez pouvoir amorcer. Donc je vais, hop. Donc là, je vais choisir le CD. Là, si j'appuie sur la touche majuscule rapidement, ça y est, Shift, plac, il y en a deux. J'ai le menu qui apparaît. Ça me permet de choisir d'autres choses. Par exemple, je vais choisir. J'ai un problème, mettons. Pardon, j'appuie à côté, hop, en me parlant. Si j'ai un problème d'amorçage, je teste, j'essaie de le lancer normalement et je m'aperçois que j'ai un problème d'amorçage de la vidéo, par exemple, sur des vieilles cartes Nvidia, des choses comme ça. Je peux très bien faire F6 comme indiqué en bas et demander de me faire un no mode 7. Démarrer sans le module embêtant avec. Au moins pour l'installation. Après, vous inquiétez pas, avec les installations du pilote officiel et compagnie, c'est plus un problème. Mais voilà, pour l'installation, vous avez ces options qui peuvent permettre de vous décoincer si jamais vous êtes sur un vieux matos qui a vraiment des emmerdements. On a des solutions de dépannage. Donc, soit je peux demander directement à aller dans l'install d'Ubuntu, soit je peux demander à essayer Ubuntu dessus, et après à cliquer sur le programme, comme je lancerai n'importe quel programme, à vrai dire. Il faut que je coupe au montage, moi. Oups. Voici donc notre bureau. Et donc, comme vous pouvez le voir, je suis sous Ubuntu. Hein, et voilà, je peux utiliser vous voyez. Et je peux lancer l'installation comme... voilà, enfin, en cliquant dessus. Je peux pas le dire plus simplement, je fais clic-clic. Cela dit, ce genre de live CD ou live key peut vous être utile également pour lancer l'utilitaire de disque pour vérifier l'état des disques de la machine. Vous voyez par exemple là quand je clique dessus, je vais voir, bon si là on est sur une machine virtuelle mais sur une vraie machine, j'aurai l'état du smart qui me dira l'état du disque dur et je pourrai
en profiter pour cliquer sur la petite roue d'engrenage. Et pour lui demander, vous voyez, je peux lui demander de faire un test de fonctionnement du disque, de performance. Et je peux également avoir, si, voilà, si c'est un vrai disque dur, les informations, savoir s'il y a des secteurs endommagés, s'il y a des problèmes de lecture, etc. Voilà. C'était le petit aparté. Donc, nous allons lire que nous voulons Ubuntu en français. Hein. Les logiciels tiers, vous voyez, bon, c'est expliqué. Hein. Question de droit, vous voyez, les Windowsiens oublient souvent que il y a beaucoup de droits qui sont inclus dans leur saloperie. Vous avez plein de... C'est comme les gens qui préfèrent utiliser du MP4 plutôt que du WebM, qui préfèrent utiliser H264 plutôt que VV8 sur les vidéos. C'est pas mon cas. Ouais, ça... Non, désolé les ayants droit, non. Donc, continuons. Effacer le disque et installer Ubuntu. Ça, c'est... Il n'y a rien dessus. Il me propose de tout prendre, pas toute la place, faire automatiquement. Bon. Chiffrer la nouvelle installation Ubuntu pour la sécurité. Alors ça, c'est pour les espèces d'obsédés que nous sommes. Utiliser LVM pour la nouvelle installation, ça je vous conseille de le mettre, si vous voulez, c'est un peu comme vous avez avec Windows 10. Vous avez aussi autre chose qui va vous permettre de définir à la main si vous voulez faire, mettons, quelque chose avec beaucoup de swap, parce que vous n'avez pas beaucoup de RAM. De nos jours, c'est un peu dommage. Mais je donne un exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais là, hein, c'est juste un exemple, c'est juste pour montrer. Je mets vite fait, donc je lui dis vite de me créer une table de partition. Donc, la petite table dans laquelle on va écrire partition numéro 1, numéro 2, 1. Espace libre, je lui dis petit plus. Il me crée... bon, alors dans le cas présent, je vais faire un truc vraiment à l'arrache. Hein. Je vais dire que je vais garder 4 Go de côté. Point de montage. Alors je vais lui dire, je vais simplement faire 2 partitions, j'ai pas besoin d'aller faire en 36. Ça veut dire qu'en fait, l'avantage c'est que si vous avez plusieurs disques durs, vous pouvez dire par exemple le système, donc slash quelque part, et juste le slash home, donc la partie avec les données des utilisateurs, sur un autre disque dur. Très intéressant. Regardez, par exemple là je lui dis slash, je vais dire totalement au pifomètre ça. Ensuite, ça, on va supposer que c'est l'espace d'un autre disque dur qui aurait été marqué en dessous. Hein. Vous voyez, /SDA, c'est le premier disque dur, SDB, c'est le second, etc., etc. Donc, je vais dire à nouveau, je vais lui dire que maintenant, je veux que ce soit home, et je vais lui dire plop, voilà. Bon. Alors, on peut faire ça aussi avec le slash boot qui peut être mis à part, qui sont les images du système. Même si de nos jours c'est pas forcément si indispensable que ça, et c'est plus gênant, enfin c'est pas vraiment intéressant. Voilà, et surtout, la dernière partition importante, la partition des change swap. Contrairement à Windows, nous on foire pas le système de fichiers avec un truc qui fait du en changeant tout le temps de taille. C'est le fichier d'échange, là vous avez la mémoire virtuelle, ça va se mettre dans cette partition spécialement conçue pour. Voilà, que je crée à la fin. Voyez plutôt. Bien. Ensuite, installer. Nanana. Donc, je vais confirmer. Que maintenant, alors là, bon, ma localisation, hein, voilà, donc, je veux être sur l'horaire de Paris, même si je ne suis pas parisien, je suis du Sud. Je sais, mon accent est gommé, c'est une honte. Désolé. Disons donc, français, oui, je veux du français. Vous pouvez sinon écrire là-dedans pour vous assurer, si vous cherchez la variante de votre clavier, vous écrivez une phrase et il va vous détecter. Donc, attendez, ma VM est un peu trop petite, là, elle m'embête. Bon, c'est pas grave, continuez. Et rassurez-vous, sur votre écran, ce ne sera pas couplé, hein. C'est uniquement ma machine virtuelle. Hein, bah. Votre nom, bah, vous mettez ce que vous voulez. Vous inscrivez ensuite un nom pour la machine sur le réseau, tel qu'elle apparaîtra dessus. Ça peut être intéressant, surtout si après vous voulez mettre un serveur dessus, style un Samba par exemple, pour le partage de fichiers avec les autres systèmes. Universel, vous inquiétez pas. Si vous voulez donc, après pour choisir, vous pouvez mettre un nom d'utilisateur comme vous voulez, mais par contre, toujours en minuscule. Voilà.
Et pour finir, le mot de passe. Mettez quelque chose à forte sécurité si c'est dans un lieu public ou si vous le transportez pour le boulot. Pensez-y, vous pouvez d'ailleurs lui demander de chiffrer le dossier personnel pour augmenter encore cette sécurité. On ne pourra jamais récupérer les données sans la phrase de passe qui va vous être demandée ensuite, que vous entrerez de manière invisible. Et voilà, je crois que tout est dit. Alors, évidemment, on peut lui demander d'ouvrir la session automatiquement si c'est une machine de salon, hein, évidemment. Voilà, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Et sinon, dans tous les cas, ravi de vous avoir accueilli. Hasta la vista.